Les amis, je reçois plein de questions sur YouTube, je reçois plein de questions sur Instagram. Premièrement, je vous en remercie. Vous remarquerez que je réponds à quasiment tous les commentaires de la manière la plus franche possible. Il y a néanmoins des questions qui se répètent, il y a des questions qui sont super pertinentes et je souhaite y répondre en détail. On perd pas de temps, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. L'une des questions que j'ai le plus, c'est où est-ce que tu trouves tes biens immobiliers? Je pense que vous croyez que j'ai un réseau de dingue et qu'au final, tous les gens m'apportent des affaires tout le temps. C'est complètement faux. Pour être super clair avec vous, j'ai pas 15 000 sites, j'en ai quasiment qu'un, même s'il y a ce loger, immo, machin, je sais pas quoi. Le Bon Coin. Sur Le Bon Coin, je trouve tout. De toute façon, tout le monde poste son bien sur Le Bon Coin. Le off-market, le fait d'acheter des biens en dehors du marché, c'est vraiment rare parce que ça nécessite beaucoup de temps, beaucoup de présence avec les agents immobiliers. Il faut être vraiment en réponse très rapide. Ça peut arriver. Mais clairement, franchement, Le Bon Coin, c'est le meilleur ratio. Donc, par contre, mes recherches sur Le Bon Coin, elles sont très ciblées et, comment dire, automatisées, ce qui fait qu'en fait, je passe pas des heures sur Le Bon Coin tous les jours. C'est peut-être quelque chose qui pourrait vous intéresser de voir comment moi, j'utilise Le Bon Coin avec mes mots-clés pour que ça me prenne en fait 2 ou 3 minutes par jour simplement de le gérer et tout se fait en automatique, tout simplement. Le truc le plus important pour vous, c'est que dès que vous voyez une annonce, il faut vous déplacer pour voir si l'opportunité peut être intéressante. Sur Le Bon Coin, des fois, ils montrent pas tout. Une des astuces aussi, c'est simple, c'est que quand il y a des dépendances, ils ne le marquent pas. Si vous vous déplacez pas, vous ne le voyez pas. Si jamais les combles sont aménageables et que c'est pas marqué, ben dans le prix au mètre carré, c'est pas inscrit. Donc vous pensez qu'il n'y a pas de bonne affaire sur Le Bon Coin. Et là, c'est complètement faux. Les bonnes affaires, elles se créent, elles ne se trouvent pas. Ça, je vais le répéter 1 milliard de fois. Les bonnes affaires se créent, elles ne se trouvent pas. Donc, je remercie Nicolas GLT, Slug, Alexis Dulac et tous ceux qui m'ont posé ce genre de questions. Question de Solène, qui a un blocage parce qu'en ce moment, les taux augmentent, par exemple. L'amour est dans le prêt, enfin encore que le désamour est dans le prêt immobilier en ce moment avec ces taux qui continuent de monter. Guillaume Autier vient de nous rejoindre, le président de Meilleurs Taux. Et on voit que les taux ont bien monté en 2022 et la tendance semble se confirmer en ce début d'année 2023. La hausse des taux se poursuit au même rythme, elle accélère, elle freine. Comment est-ce que vous la voyez évoluer cette hausse? Elle se poursuit, c'est très clair. Et elle me dit qu'elle avait 10 000 euros d'intérêt quand elle empruntait 100 000 euros avant et que maintenant elle a 40 000 euros d'intérêt pour le même montant d'emprunt. Et que du coup, si elle veut le mettre en location, ça ne couvre pas le montant du loyer. En plus de ça, elle voit que des biens immobiliers de merde, visiblement, ce qu'elle appelle des croûtes. Et bien sûr, elle est limitée par les 35% de l'endettement. Donc là, ce que je retiens sur ce message, c'est qu'il n'y a que des problèmes. Moi, ce que j'aime dire, c'est que j'aime transformer un problème en solution. Tous les problèmes sont aussi une solution. En gros, Solène, ce que j'ai à te dire, c'est qu'en fait, ce qui te bloque toi, ça bloque tout le monde. Mais si toi, tu arrives à faire en sorte que ça ne soit plus bloquant pour toi, tu prendras l'avantage sur tous les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? On est dans une situation en ce moment où c'est assez anxiogène. On entend partout des trucs négatifs. Les taux augmentent, l'immobilier s'écroule, les matériaux coûtent une fortune, les artisans sont des escrocs. On entend de tout. Ce qui veut dire que la barrière à l'entrée est de plus en plus élevée. Et c'est une bonne chose parce que si toi t'es formé et si toi tu trouves des solutions, en fait, il y aura beaucoup moins de personnes qui pourront te concurrencer. Un marché trop facile, c'est jamais bon. Plus c'est difficile, plus tu trouves des solutions, plus tu as de chances de te faire de l'argent. Donc pour répondre à ta question clairement, ce qui te bloque, c'est le taux d'intérêt puisque tu vas rembourser plus sur ta durée d'emprunt qu'il y a 1 an. Et bien, il faut savoir que si tu achètes une maison, tu fais les travaux et tu la revends au bout de 1 an et demi, et bien en fait, tu t'en fous du taux d'intérêt. Pourquoi? Parce que tu vas pas rembourser l'intégralité de tes intérêts, tout simplement. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas acheter ta maison, faire tes travaux et payer les intérêts sur 1 an et demi, ce qui va représenter rien du tout. Ce qui est important, c'est de pouvoir emprunter pour pouvoir faire des opérations, emprunter pour faire des opérations. Le problème, c'est pas combien tu payes en intérêt, c'est combien tu vas gagner au final et combien de fois tu vas pouvoir renouveler l'opération, tout simplement. Le plus important, c'est pas que tu payes des intérêts, c'est que la banque continue de te prêter et ça, c'est le point positif. Certes, aujourd'hui, les taux ont augmenté, donc tu peux peut-être emprunter moins. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas des bonnes affaires. Par exemple, pour les appartements qui sont appelés passoires thermiques, G+, qu'on ne peut plus louer à partir de 2023, clairement, tu as des affaires à faire. Tu as des gens qui vont liquider leurs vieux appartements parce qu'ils veulent pas faire les travaux à l'intérieur. Et là, toi, tu dois arriver et faire la proposition du siècle, celle qui va être surtout intéressante pour toi. Il faut aller casser les prix maintenant, c'est parti. Et les 33% d'endettement. Ouais, on est limité à 33% d'endettement. Encore qu'il y a des solutions pour le surpasser. Mais en vrai, c'est pas un mal. Il y a plein de gens qui se surendettent aujourd'hui. Ils achètent n'importe quoi à n'importe quel prix, ils font n'importe comment. Moi, je trouve ça plutôt pas mal qu'il y ait un fusible qui permette aux gens de ne pas faire n'importe quoi. Commence par faire une première opération avec les 33% d'endettement. Gagne de l'argent, augmente ton apport pour acheter des biens de plus en plus grands et tu le feras d'une manière super saine sans te mettre en danger tout simplement. Ce que je veux te dire Solène, c'est qu'il y a vraiment des solutions et des possibilités pour investir, surtout en 2023. J'ai rarement vu autant d'opportunités. Fonce Solène et garde un état d'esprit positif. Maintenant une question de Mad et je vais vous lire juste la fin de sa question. En gros il me dit acheter une maison, faire les travaux, ok, mais si le marché il s'effondre, qu'est-ce qu'on fait? Et si les travaux dépassent le prix de revente, c'est pareil, t'es dans la merde. Et ben je vais te dire un truc Mad, si le marché s'effondre, il s'effondrera pour toi mais pour tout le monde aussi. En gros, tu ne peux pas baser ton option d'achat ou ton option d'investissement sur le fait que tout un marché puisse s'écrouler. Je m'explique. L'immobilier aujourd'hui, tout le monde en a besoin. Je suis sûr que toi, tu habites dans une maison ou que tu habites dans un appartement.
Je pense que ma réponse est à 100% dans le vrai. Tu habites soit dans une maison, soit dans l'appartement. Ça veut dire que toi-même, tu as besoin de te loger. Imaginons que le marché immobilier s'effondre. Qu'est-ce qu'on appelle un effondrement? Moins 10%, c'est un effondrement? Moins 20%, c'est un effondrement? Que l'immobilier coûte 0 €? Est-ce que tu penses que c'est possible que l'immobilier coûte 0 €? C'est impossible. Ou alors c'est une guerre mondiale, mais là tu pourras rien de toute façon. Néanmoins, la technique est simple. Tu achètes un bien à rénover, donc largement en dessous du prix du marché. Tu fais les travaux toi-même, donc tu n'as déjà pas d'entrepreneur qui va te mettre un prix de taré pour te faire ta rénovation, tu auras juste les matériaux à acheter. En gros, si l'immobilier perdait 20%, ce qui en France serait déjà une catastrophe, toi, vu que tu aurais acheté largement en dessous du prix du marché, tu pourrais encore vendre et au moins retomber sur tes pattes, tout simplement. Et dans tous les cas, imaginons que le prix s'effondre réellement, mais en fait, tu habites dans ta maison, donc tu risques rien. T'attends que la crise elle passe, si elle dure 5 ans, elle dure 5 ans, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si t'as pas d'autres moyens, tu restes dans ta maison, mais au moins t'as pas perdu d'argent. De toute façon, il fallait que tu habites quelque part. Tu aurais pris un loyer soit pour une maison, soit pour un appartement. Autant que tu payes ton crédit. Si tu le rembourses pendant 5 ans, et bien au bout de 5 ans, ça sera toujours ça que tu auras remboursé et ça sera du cash que tu pourras ramener chez toi tout simplement. De mon point de vue, les risques sont vraiment très minimes à acheter un bien, le rénover et le garder ou le revendre tout simplement. C'est la manière la plus simple de gagner de l'argent, voire de ne pas en perdre. En tout cas, Mad, tes craintes, je les comprends, mais plus tu vas apprendre à bien acheter un bien, à savoir rénover le bien, à connaître le prix sur ton secteur, plus tu seras sécure pour pouvoir acheter le bon bien et surtout te faire de l'argent tout simplement. Sache que pour ma part, j'ai acheté mon premier bien immobilier en plein milieu de la crise des subprimes. Il y a 10 ans, il se passait ça. The subprime crisis. Subprime crisis. Subprime. The subprime. Subprime. The stock market is now down 21%. Because we're now down 43%. Sectors. Apple's under pressure. Yahoo down 8.5%. Cisco 6.5%. We're in the midst of a serious financial crisis. What started in America last year has now spread to every part of the world. As a result, our entire economy is in danger. C'est la plus grande crise immobilière qu'on ait vécue, tout simplement. J'ai acheté mon premier bien à ce moment-là et j'ai fait un bon paquet d'argent en plus-value. Donc si tu veux, moi les crises, j'en ai passé quelques-unes, ça revient toujours au même. Ça finit par augmenter, ça finit par revenir dans l'ordre. Il faut juste ne pas paniquer. Continue de te former, quand tu seras prêt, ça sera à ton tour d'acheter et de gagner de l'argent. Là encore une question récurrente. J'en prends deux, elles sont deux. Alors désolé pour les noms. Age et Gag. Je sais pas si c'est un nom. Et Brazo Panama, je suppose pas que ce soit un nom non plus ça. Et il me pose une question simple. En gros, quand tu vas acheter ton premier bien, que tu as fait ta plus-value, tu quittes ton travail pour ne faire que ça. Comment tu fais pour vivre? Ma réponse, ça va être simple. Tu quittes pas ton travail en fait. Ton travail, c'est ta sécurité. Oui, au début, ça va te prendre du temps. Oui, au début, ça sera des efforts. Et oui, au début, il y a quelques week-ends qui vont sauter. Mais il n'y a rien sans rien. Oui, il faut donner des efforts, il faut donner du temps. On appelle ça de l'investissement. Et là, c'est de l'investissement personnel. Si tu n'as pas d'argent, tu vas investir avec tes bras. C'est tout simple. Par contre, mon conseil, oui, tu dois faire tes rénovations et oui, tu peux pas prendre tous tes week-ends parce que tu as peut-être une famille, tu as peut-être des enfants, enfin peu importe, tu as des loisirs, imaginons. Donc, ce que tu peux faire, tu vas négocier avec ton patron à 4/5e. Tu vas gagner une journée de boulot. Tu ne travailles pas par exemple le vendredi. Le vendredi, le samedi, ça va être pour les chantiers. Le dimanche, c'est ta journée de repos. Et du lundi au jeudi, tu vas bosser pour ton patron. Du coup, tu as un revenu. Du coup, tu peux emprunter pour ta nouvelle opération si tu as une autre derrière. Tu n'as pas quitté ton emploi, tu n'as pas mis tous tes œufs dans le même panier tout simplement. Ça va te demander du temps et de l'investissement, ça c'est sûr. Et imaginons que ça marche très bien. Et ben tu fais un 3/5e. Tu travailles lundi, mardi, mercredi. Jeudi, vendredi, tu es off. Ton patron il veut pas, trouve un autre patron qui veut bien que tu travailles seulement 3 jours par semaine par exemple. Il y aura peut-être des changements dans ta vie de tous les jours, ça c'est sûr, tu auras encore une fois rien sans rien. Par contre le plus important, est-ce que tu as fait ta première opération? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui voient très loin comment tu fais après, comment tu fais après, comment tu fais après. Est-ce que tu vas te faire requalifier marchand de biens quand tu auras fait 5 achats-ventes? Mais si tu n'en as pas fait un seul, ne te pose pas ce genre de questions. Prends le temps de faire les choses dans l'ordre. Étape par étape. Le plus gros problème des gens qui n'investissent pas, c'est qu'ils voient trop loin. Ils regardent des complexités qui sont vraiment trop loin. La première chose à faire, c'est d'acheter son premier bien immobilier. Crois-moi, quand tu auras fait ça, tu auras fait 95% du boulot parce que tout le reste sera tellement simple. Le but de ces conseils, c'est que tu puisses acheter ce premier bien pour te débloquer pour tout le reste de ta vie. Mais ce premier bien, c'est le plus important. Tu dois prendre toutes les bases et tu dois le faire. Tu dois agir absolument. Tu peux le voir, j'y mets du cœur et beaucoup d'énergie. Mais ça me passionne. J'adore motiver les gens. J'adore vous montrer que c'est possible. Je vous montre tout ce que je peux vous montrer, que ce soit les comptes bancaires, que ce soit les opérations pourries, ce que j'achète qui est pourri, comment je trouve les biens. Maintenant, c'est à vous de faire l'action en fait. C'est à vous d'aller chercher les tripes qu'il y a au fond et de les foutre sur la table, quoi, tout simplement. Je sais pas si ça peut vous rassurer, mais il y a beaucoup d'argent à faire dans l'immobilier. Demandez autour de vous, tout le monde vous le dira. C'est une valeur sûre où il y a beaucoup d'argent. J'y peux rien. La banque te prête d'ailleurs pour ça. Ça veut dire que la banque a confiance en l'immobilier. Et si la banque te prêtait pas, elle n'aurait pas confiance. Fais comme la banque, aie confiance tout simplement. Elle ne te prête pas pour acheter du bitcoin, elle ne te prête pas pour acheter l'action L'Oréal en bourse. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle te prête simplement pour acheter de l'immobilier.
Prends son argent, va acheter de l'immobilier, fais du pognon. Question de Sam Lou. Ce qui me bloque, c'est l'augmentation des taux d'intérêt et que le marché est en train de baisser, donc perte potentielle à court terme. J'ai déjà dit, mais je suppose que tu habites dans soit une maison, soit un appartement et que tu habiteras toujours dans soit une maison, soit un appartement. N'ayez pas peur de ces baisses d'immobilier. Aucun marché ne fait qu'augmenter. Par contre, vu qu'on achète en dessous du prix du marché et qu'on revend assez rapidement, les hausses ou les baisses, on ne les sent pas. Le plus important, c'est d'avoir le plus grand delta possible entre le prix réel de l'immobilier, le prix auquel on achète et le montant des travaux qu'on va rajouter. Ça, c'est notre marge au-dessus. Question de Zaharia Guéni. J'adore tes vidéos et je t'apprécie beaucoup. Merci. J'ai 19 ans et je suis étudiant en étant apprenti dans le bâtiment, spécialité électricien. Donc ça va te servir pour les rénovations, déjà c'est cool. Mais je voudrais acheter et revendre, mais j'ai déjà demandé un prêt à ma banque et ils m'ont pas prêté l'argent. Tu peux faire une vidéo comment avoir un prêt, s'il te plaît, avec un petit cœur comme c'est mignon. Donc la première chose, c'est qu'il y a les prêts étudiants qui existent. Avec un prêt étudiant, tu peux emprunter, alors je sais plus quelle est la somme, mais en fait, tu peux acheter de l'immobilier avec, puisque tu fais ce que tu veux avec ton prêt étudiant. Certains le font. Je ne sais pas s'il faut le conseiller ou pas. Je sais que ça existe et je te le dis. Maintenant, la vraie réponse que j'aurais à te donner. Je comprends que tu veux y acheter, tu as 19 ans, c'est bien, fonce. Mais en vrai, attends d'avoir ton CDI. Franchement, c'est dans quoi? 1 an ou 2 ans, économise un max, mets à mort de l'argent de côté. Une fois que tu as un CDI, tu frappes à la porte de ta banque et tu leur dis, écoutez, j'ai 20 ans ou 21 ans, j'ai déjà 10 ou 15 000 euros de côté et je suis prêt à acheter de l'immobilier. Crois-moi que la banque, elle va t'ouvrir les portes en grand. Là, le plus important, défonce-toi le week-end pour aller bosser. Pas de la mauvaise manière, tu m'as bien compris. Trouve le moyen de te faire de l'argent dès maintenant. Économise un max. Et c'est là où tu vas gagner du temps. En attendant, comme je dis tout le temps, investis en toi. Question de Piverpunk. J'espère que c'est pas vraiment ton nom parce que si tu vas à la banque avec un nom pareil pour emprunter, ça va être compliqué, je pense. Je regarde ta vidéo et j'en suis arrivé aux mêmes avantages et inconvénients. Étant jeune entrepreneur, étant jeune auto-entrepreneur dans le bâtiment avec ma conjointe, nous avons le même projet d'achat-revente. Ça correspond totalement à nos critères. Pour les travaux, ça nous connaît. Le problème, c'est que pour mon premier achat, les banques sont souvent frileuses pour accorder leur confiance. En général, on doit avoir au moins 2 ou 3 ans d'activité avant d'oser espérer avoir un prêt immobilier. D'ailleurs, si tu as des astuces là-dessus, je suis preneur. À part passer par un courtier, je ne vois pas du tout. En tout cas, merci pour la qualité de tes vidéos. C'est vraiment top et très bien expliqué. Merci à toi en tout cas et merci de m'avoir envoyé ton message. Donc clairement, oui, les banques, elles veulent que tu aies un CDI dans une entreprise normale. C'est la base. Tu es en auto-entreprise. Clairement, la banque, elle t'aime pas au départ. J'étais dans ce cas-là et j'ai réussi à emprunter. Faut pas oublier un truc. Même si la banque ne veut pas prêter, parfois le banquier veut prêter. En gros, ne négligez pas l'aspect personnel, la relation que vous pouvez avoir avec la personne qui est en face de vous. Si vous arrivez à la convaincre, il n'y a pas de raison qu'elle vous prête pas. Elle peut faire sauter certaines sécurités pour vous prêter de l'argent à vous. Ce qui va être important, c'est de montrer que vous êtes sérieux. Comment sont tenus vos comptes? Est-ce que vous avez de l'épargne? Est-ce que vous avez des crédits? Est-ce que vous jouez au loto sur internet, au poker en ligne, des choses comme ça? Est-ce que vous êtes à découvert? Tout ça, ils vont le voir. Vous avez une note. Si vous avez une très bonne note, en gros, vous gérez parfaitement bien vos comptes, il se peut que votre banquier vous prête de l'argent, tout simplement. Ce qui est important, c'est ce que vous allez émaner, ce qui va dégager de vous et comment sont tenus vos comptes. Tenez vos comptes au carré, même si vous êtes auto-entrepreneur depuis très peu de temps, mais que vous avez des rentrées d'argent régulières depuis 1 an, que vos comptes sont au carré et que vous arrivez en plus à épargner. Clairement, il n'y a pas de raison que vous ne trouviez pas un banquier qui ne veuille pas vous prêter. Les banquiers veulent faire de l'argent, elles veulent des nouveaux clients. Vous êtes nouveau client dans une nouvelle banque, elle va vous prendre. Je ne dis pas que c'est sûr, je dis qu'il y aura du boulot, que ça sera plus difficile, mais que c'est possible. Le gros avantage, c'est que le statut auto-entrepreneur, moi je l'ai connu il y a plus de 10 ans, aujourd'hui il est quand même connu. Donc en fait, les banquiers sont habitués à prêter à des auto-entrepreneurs. Il faut juste bien préparer son dossier et en plus si tu es avec une nana, si elle a un CDI que vous achetez à 2, clairement c'est un point positif. Mon conseil il est simple, si ton banquier ne veut pas te prêter, il y a 2 solutions. Soit c'est un con, soit tu as mal fait ton job. Dans tous les cas, soit tu reviens vers lui avec un meilleur job, un beau dossier à lui présenter, soit tu vas voir 1, 2, 3, 4, 5, 20, 30 banquiers. Si au bout de 30 rendez-vous, tu n'as vraiment pas eu ton prêt, il y a un problème mon gars. Au bout de 30 rendez-vous, je suis quasiment sûr que tu l'auras ton prêt. Sois persévérant et surtout fonce. Question que je trouve rigolote de Tom P. Super la vidéo comme d'habitude. Merci à toi. Tu pourrais faire une vidéo sur comment trouver le bien idéal. Ça pourrait être super intéressant. Ça, c'est la question qui tue. Le bien idéal. Alors clairement, le bien idéal, il n'y en a pas qu'un et ça dépend en fait de qui tu es, comment tu vois les choses. Si j'avais par contre 1 ou 2 conseils à donner, le bien idéal, c'est celui qui correspond premièrement à ton budget. Clairement, le bien qui coûte 1 million d'euros, si tu gagnes 1500 euros, tu peux un peu l'oublier clairement. Donc regarde ta capacité d'emprunt et à partir de là, tu sauras quel type de bien tu peux acheter. Ensuite, ça va être sa rentabilité potentielle par rapport au temps que tu vas investir dedans. En gros, si tu as le choix entre 2 biens, un bien qui peut te faire gagner 40 000 euros net, mais ça va durer 5 ans, et un bien qui peut te faire gagner 25 000 euros net, mais ça va durer 6 mois, écoute, prends celui qui va durer 6 mois. Premièrement, visiblement, il sera plus simple à faire, beaucoup plus rapide. Tu vas augmenter la vélocité de ton argent, le fait que l'argent va partir et revenir rapidement et du coup travailler pour que tu gagnes plus d'argent en moins de temps possible. Donc regarde ta capacité d'emprunt.
le temps qu'il faut pour rénover le bien et le montant que tu vas pouvoir gagner au final. Tu fais une synthèse de ces 3 points et tu trouves ton bien idéal. Question de relax music, good vibes. Ça, c'est du nom. J'avais déjà répondu un petit peu en short, mais je tiens à préciser un petit peu ma réponse dans cette vidéo. Beau message transmis, tu t'exprimes en toute simplicité, sans filtre, comme d'hab. Exactement, je ne prends pas de filtre. L'idée, c'est que vous puissiez ressentir exactement tout ce que je ressens, voir le vrai, ce qui se passe sur le chantier, ce qui se passe chez les notaires ou chez les banquiers. En tous les cas, vous n'ayez pas de surprise quand vous-même, vous allez vouloir investir. Perso, je n'ai pas de blocage. Tes vidéos me confortent dans l'idée que je suis sur le bon chemin. Super, magnifique. Question, quel montant gardes-tu en filet de sécurité, épargne d'urgence non investie? Aussi, mis à part l'immobilier, investis-tu une part de tes sous dans d'autres produits financiers sûrs? ETF, crowdfunding, IMO, SCPI. Merci encore pour ton investissement sur la chaîne. Ça fait vraiment plaisir. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir une interaction avec vous tous en tout cas. C'est magnifique. Moi je trouve, vous me mettez plein de messages sur Insta, plein de messages sur YouTube. Ça me permet d'y répondre et ça permet de faire en sorte que toute la communauté puisse profiter de toutes les questions et du coup de toutes les réponses de tout le monde. Au fait, si vous trouvez que je parle vite, ben tant pis en fait. Donc le filet de sécurité. Ça me fait super rire. Il faut savoir que quand on fait son achat, surtout le premier achat, le filet de sécurité, c'est dans mon cul. Hein. Clairement, il n'y a pas de filet de sécurité. C'est rien du tout. C'est du PQ de sécurité. Tu tombes, tu t'écrases au sol, il n'y a rien qui te retient. Tu vois ce que je veux dire? En vrai, quand j'ai commencé, j'avais pas de thunes. Quand tu n'as pas de thunes, tu investis exactement tout ce que tu as. Tu fais croire à la banque que tu as de l'argent sur ton compte, mais en fait, tu as demandé à tous tes potes pour mettre de l'argent sur ton compte 3 mois avant. Et tu te mets au taquet de ce que tu peux emprunter au maximum de ta capacité d'emprunt. C'est ce que j'ai fait et c'est ce que tout mon entourage a fait. Quand c'est ton premier bien et que tu n'as pas d'argent, tu n'as pas le choix en fait. Il faut juste foncer. L'avantage de ne pas avoir de filet de sécurité, c'est que tu n'as juste pas le choix. Pas besoin de motivation, pas besoin de... Non, tu vas foncer et tu n'as qu'une seule possibilité, c'est de réussir, point final. On peut parler de filet de sécurité par la suite quand tu as déjà fait quelques opérations et que tu as de l'argent effectivement qui est rentré. Mais pour ta première opération, je suis désolé de te le dire. Si tu peux mettre de l'argent de côté, tant mieux pour toi. Mais en vrai... Si tu es là sur cette chaîne, en vrai, je suis sûr que tu n'as pas d'argent à mettre de côté, tout simplement. Tu vas mettre tout ce que tu as et puis après, tu vas relever les manches, comme je te l'ai déjà dit, et tu vas avancer. Il n'y a pas le choix, il va falloir creuser. Donc clairement, pour investir dans votre premier bien, il va falloir prendre un risque. Ça, c'est sûr. Maintenant, dans les faits, le risque, il est surtout mental. Parce qu'en vrai, la maison que tu vas acheter pour rénover, tu vas habiter dedans. Comme si tu payais un loyer, tout simplement. Donc en fait, ça revient exactement au même. Tu avais un loyer à prendre, et ben là tu achètes une maison, tu as une mensualité. Si tu devais louer et que tu avais 700 € de mensualité à rembourser pour louer un appartement, et ben là tu auras 700 € à rembourser pour habiter dans la maison dans laquelle tu as choisi d'investir, tout simplement. Maintenant, tout à fait personnellement, l'argent qui dort à la banque, je déteste ça. Je ne sais pas laisser de l'argent sur un compte bancaire, ça m'agace en fait. Donc en général, mon argent il est soit dans l'immobilier, soit dans de la crypto, soit dans la bourse. Et clairement, aucun de ces produits n'est sûr. Il n'y a aucun produit qui est sûr, tout simplement. Pour moi, rien n'est sûr. Tout ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir que je bosse et que chaque jour, en fait, je fasse travailler l'argent pour augmenter sa vélocité, tout simplement. Jim Malero qui me dit « Merci pour ta vidéo, de rien. Le seul problème actuel pourrait être l'inflation et la baisse du prix de l'immobilier à venir. » Jim, j'ai 2 questions. Est-ce que tu es soit Madame Soleil, soit Irma? Comment peux-tu prédire la baisse de l'immobilier à venir? Je te rappelle qu'il y a eu le rhume 19 il n'y a pas longtemps. Tout le monde a dit l'immobilier est en chute libre parce qu'on ne peut plus visiter les biens pour en acheter. Qu'est-ce qui s'est passé? Forte hausse des prix. Les Français ont acheté différemment avec un besoin de plus d'espace. Résultat, les prix des maisons en province ont fortement augmenté. J'ai acheté mon premier bien en pleine crise des subprimes. Dès lors, les investisseurs arrêtent d'acheter des créances immobilières et les banques se retrouvent coincées avec des crédits que plus personne ne rembourse. Dès 2007, plusieurs annoncent qu'elles sont en faillite. Les investisseurs, eux, qui avaient misé beaucoup d'argent, se mettent à tout perdre. Sans oublier les traders, qui s'étaient mis à parier massivement sur la valeur de tous ces titres. Septembre 2008, Lehman Brothers, l'une des banques d'investissement les plus vieilles et les plus puissantes au monde, déclare qu'elle est en faillite. Octobre, les États-Unis annoncent un plan de sauvetage du système financier américain. Dans les mois qui suivent, la crise devient mondiale. Les États dépensent des centaines de milliards de dollars pour sauver leurs banques et l'économie. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai gagné beaucoup d'argent. Je me répète et ça doit être la 3e fois de la vidéo. Je suis sûr que toi aussi tu habites soit dans une maison, soit dans un appartement. Donc en fait, que ça baisse ou que ça augmente, peu importe, tu vas devoir te loger comme l'intégralité des gens qui sont en France. Et si tu regardes bien, tu te rendras compte qu'en France, il y a de plus en plus de gens qui y habitent. La population française ne cesse d'augmenter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ces gens, il va falloir les loger. Si toi, tu crées de l'immobilier, tu rénoves un bien et qu'il est beau, les gens voudront aller dedans tout simplement. Anne P. Salut Denis, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais bien, ça va, cool. Et toi? Moi, le seul truc qui me bloque, c'est que je ne trouve pas de bien à acheter, rénover et revendre. Tout est cher à l'achat. Eh ben, c'est une bonne nouvelle si tout est cher à l'achat. Si tout est cher à l'achat, ça veut dire qu'il y a une forte tension sur ton secteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui veulent acheter et pas beaucoup de gens qui veulent vendre. Donc, les prix augmentent. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que le marché est actif.
il agit, donc la vente est facile. Certes, à l'achat, tu vas avoir un peu plus de mal à trouver des biens, mais tu sais d'avance que le marché va avaler ton bien, c'est-à-dire qu'il va se vendre très rapidement. En gros, si tu achètes au bon prix, tu sauras que tu fais de la plus-value. C'est un peu comme la ville de Paris. Si tu achètes dans Paris, tu sais que tu vas revendre. Oui, les prix sont élevés, mais du coup, quand tu trouves une affaire, tu sais que tu vas la revendre super facilement. Ce que je te conseille, c'est de ne pas te décourager, de te déplacer très souvent pour voir les annonces et surtout d'être très réactif. À ce niveau-là, c'est la réactivité qui fera la différence. Être réactif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'avance, tu sais combien tu vas emprunter, tu pourras faire une offre directement, tu sais combien vont être les montants des travaux. Comme ça, tu fais perdre de temps à personne et quand tu vois une bonne affaire, tu peux tout de suite te focaliser dessus, l'acheter immédiatement. Et surtout, ne crois pas qu'il n'y a plus de bonnes affaires ou que tout le monde les prend à ta place. Elles y sont, c'est juste que tu n'as pas fait assez de visites, ça c'est certain, ou que tu n'as pas encore toutes les clés pour déceler les bonnes affaires. Reste connecté en tout cas parce que je veux toutes les données pour que tu puisses toi aussi trouver ton bien immobilier. Question de SN Crépu. Je découvre votre chaîne et m'abonne. Ça c'est cool et tu as vraiment bien raison. Mon rêve c'est de faire construire ma résidence principale, mais j'ai qu'un petit salaire avec apport. Déjà tu as un apport, c'est une bonne chose, tu as un salaire, c'est-à-dire que la banque elle peut te prêter, ça c'est cool. En regardant ta vidéo, je me dis que je peux acheter une maison ancienne avec travaux et passer par une entreprise pour tout rénover à l'intérieur. Mais ma question, que dois-je regarder absolument dans une maison ancienne? Je sais qu'il y a mes murs déjà, merci. J'ai pas trop bien compris la fin, mais c'est pas grave. Il y a un truc à savoir, si tu n'as pas les connaissances techniques quand tu vas visiter un bien, tu peux faire venir un ingénieur structure. En gros, tu trouves le bien idéal, celui qui te plaît. Tu penses que tu es bon au niveau des chiffres, mais tu veux être rassuré. Tu appelles un ingénieur structure. Lui, il va venir, ça va peut-être te coûter 200 € de l'heure, peut-être. Mais c'est le prix de la tranquillité. Si tu n'as pas les connaissances pour savoir si la structure elle est en bon état, si la toiture elle tient, si la charpente elle est paniquée, fais venir quelqu'un qui s'y connaît. Et l'ingénieur structure, c'est quelqu'un qui connaît les structures des bâtiments, qui va pouvoir savoir si la fissure elle est grave ou pas, si la charpente elle est bien faite, si le chevron manquant va faire en sorte que les tuiles s'effondrent. Bref, toutes les questions que tu auras à lui poser, tu pourras lui poser, mais surtout toi, tu seras rassuré pour savoir si tu peux acheter la maison et qu'en gros, elle ne soit pas une grosse merde, tout simplement. Donc dans l'ordre, bien évidemment, ce qu'il y a à regarder, c'est le gros œuvre, tout ce qui va être les murs porteurs, la charpente, la toiture, qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Est-ce qu'il y a une toiture à refaire complète? Parce que ça commence à coûter une fortune. Les menuiseries, simple vitrage, double vitrage, l'année bien évidemment. L'électricité, est-ce qu'elle est ancienne? Est-ce qu'il y a la terre? Est-ce qu'il faut repasser toute l'électricité partout? La plomberie, tu auras du mal à la voir bien évidemment puisqu'elle est cachée. Mais moi dans mon cas, vu que j'achète des biens à rénover complètement, je regarde simplement le gros œuvre et la toiture. Je sais que généralement, je refais tout, les portes, les fenêtres, l'électricité et la plomberie. Et c'est aussi pour ça que j'achète des biens tout pourris. C'est que j'ai pas besoin de me poser la question, est-ce que l'électricité est bonne? Est-ce que la plomberie est bonne? Est-ce que l'isolation est bien faite? Est-ce que les fenêtres, elles tiennent bien? Parce qu'en fait, je vais tout refaire. Donc, je regarde simplement le gros œuvre, la toiture. Moi, pour moi, ce qui est le plus important, c'est l'emplacement de la maison, savoir si on est sur un bon secteur et si la maison, elle tient debout, tout simplement. Bon, je pense que pour une première FAQ, on a répondu assez concrètement, directement à des questions que vous pouvez vous poser. C'était les questions que j'ai les plus fréquentes. Maintenant, si vous avez vraiment des blocages et d'autres questions, mettez-les dans les commentaires sous cette vidéo. Je ferai peut-être une deuxième FAQ si ça vous intéresse. N'oubliez pas que le thème de la chaîne, c'est l'achat d'une maison, la rénovation d'une maison et la revente de cette maison en résidence principale. Pour tous ceux qui veulent des conseils juridiques ou de fiscalité pour les marchands de biens, vous n'êtes pas au bon endroit. Ici, on est là pour simplifier les choses. Tu veux acheter une maison, tu sais pas comment faire. Tu veux rénover ta maison, tu sais pas comment faire. Tu achètes en résidence principale parce qu'il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas de plus-value. En gros, c'est là où tu vas pouvoir gagner le plus d'argent tout simplement sans te faire chier avec un avocat, sans te faire chier avec un fiscaliste, sans te faire chier à créer une entreprise. C'est une niche fiscale et ici, je vous ai expliqué comment elle fonctionne pour que vous aussi, vous puissiez en profiter tout simplement. En tout cas, je tenais à te remercier, toi qui es derrière l'écran, qui me regarde et qui m'envoie des commentaires. Si c'est pas fait, s'il te plaît, abonne-toi, ça me fait plaisir. Surtout, ça me permet d'augmenter mon référencement pour me faire connaître encore plus. Et en tous les cas, mon conseil, tu le connais maintenant, investis en toi.